20 stratégies simples pour nettoyer le bordel dans votre tête. Stoïcisme, c'était comme s'il y avait un bourdonnement constant au fond de votre esprit. Pas ce bruit net que l'on peut identifier, mais un poids sourd accumulé au fil des ans. Des promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez jamais tenues. Des conversations qui auraient dû avoir lieu mais qui sont restées coincées dans votre gorge. Des attentes silencieuses que personne n'a nommées, mais que vous avez senti l'obligation de porter. Ce poids ne crie pas, ne se montre pas. Il occupe simplement de l'espace, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez qu'il n'y a plus de place pour respirer. Sénèque disait que la vie n'exige pas tant de nous, mais que c'est nous qui nous surchargeons, comme le voyageur qui insiste pour emporter trop de bagages. Il est curieux de voir comment nous nous attachons à ce qui ne nous sert plus, traînant des souvenirs et des peurs comme s'ils étaient nécessaires pour rester en vie. Mais chaque souvenir inutile, chaque rancœur qui n'a plus de fonction, est comme une pierre de plus dans la poche de celui qui essaie de traverser une rivière. Et pourtant, nous continuons, fatigués, essoufflés, croyant que ce poids fait partie de qui nous sommes. Épictète, de son côté, parlait de la séparation radicale entre ce qui est à nous et ce qui ne l'a jamais été. Il y a un silence puissant dans cette pensée. Réaliser que de nombreuses voix qui résonnent en nous ne sont pas les nôtres. Ce sont les attentes des autres, les peurs des autres, des jugements qui ne sont pas nés en nous, mais que, pour une raison quelconque, nous avons accepté de porter. Comment maintenir la clarté lorsque ces voix tentent de s'emparer du centre de notre esprit? Peut-être que le secret réside dans le fait de reconnaître que nous n'avons pas besoin de discuter avec elles, simplement les laisser partir comme des feuilles emportées par le courant. Pensez à une chambre sombre et étouffante, il n'est pas nécessaire d'expulser l'air vicié par la force, il suffit d'ouvrir une fenêtre et de permettre au neuf d'entrer. Le nettoyage de l'esprit ne doit pas être une guerre contre les pensées, mais un échange naturel. La lumière ne se bat pas avec l'obscurité, elle entre simplement. Et quand elle entre, elle change tout. Non pas parce que l'obscurité a lutté contre elle, mais parce qu'il n'y avait tout simplement aucun moyen de résister à sa présence. Je vous parle comme quelqu'un assis à vos côtés lors d'une nuit trop longue, sans hâte de changer de sujet ou de réparer quoi que ce soit immédiatement. Je ne veux pas vous dire quoi faire, mais peut-être que nous pouvons tirer ensemble un premier fil de silence, juste un, parce que c'est parfois ce dont nous avons besoin pour recommencer à respirer. Un petit espace, un geste simple, une fente de lumière qui nous rappelle qu'il y a plus au-delà de ce chaos et que ce plus a toujours été là, attendant que nous ouvrions la fenêtre, le poids invisible des décisions inachevées. Il y a des choses qui n'occupent pas d'espace physique, mais qui habitent chaque recoin de notre esprit comme des meubles lourds que nous ne déplaçons jamais. Ce ne sont pas les grands événements qui drainent le plus notre énergie, mais plutôt ces petites décisions que nous remettons à plus tard. Un email sans réponse, une conversation qui doit avoir lieu, mais que vous évitez, un choix qui aurait pu être simple, mais que vous avez reporté tant de fois qu'il semble maintenant impossible. C'est comme si chacune de ces affaires en suspens était une fenêtre ouverte au fond de votre esprit, laissant entrer des courants d'air froid qui ne cessent jamais, peu importe à quel point vous essayez de vous réchauffer. Au début, nous les ignorons. Nous pensons que ces choses peuvent attendre, mais elles se multiplient. Elles grandissent comme des boîtes oubliées au sous-sol. Nous ne nous souvenons pas exactement de ce qu'il y a à l'intérieur, mais nous savons que quelque chose est là, occupant de l'espace. Et soudain, chaque fois que vous essayez de vous concentrer sur le présent, vous sentez le poids de ces objets invisibles vous tirez vers le bas. C'est pourquoi, parfois, vous vous sentez épuisé sans n'avoir rien fait. Parce qu'en réalité, vous faites beaucoup, vous portez le poids constant de ce qui n'est pas encore résolu. Sénèque nous rappelait que la vie s'évanouit pendant que nous hésitons. C'est une constatation difficile, car elle montre que le temps n'attend pas que nous organisions nos tiroirs intérieurs. Pendant que nous reportons, les saisons changent, les gens suivent leur chemin, et nous restons bloqués, otages de choses qui auraient pu être libérées depuis longtemps. Il y a une clarté profonde qui émerge lorsque nous regardons ces décisions inachevées et que nous réalisons qu'elles sont comme des portes entr'ouvertes. Chacune laisse échapper un peu de notre énergie jusqu'à ce que nous n'ayons plus la force de marcher. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement le travail que ces tâches en attente exigent, mais le rappel constant qu'elles sont toujours là. C'est le poids de savoir que nous n'avons pas réussi à nous engager dans la prochaine étape. C'est comme vivre avec une alarme qui ne cesse de sonner, assez bas pour ne pas nous rendre fous immédiatement, mais assez persistante
pour ne jamais nous laisser en paix. Et l'esprit, si avide de quiétude, commence à implorer un moment de clôture, une sensation que, au moins pour aujourd'hui, quelque chose a été achevé. C'est peut-être pour cela que nous appelons ces choses des suspense émotionnel, parce que ce ne sont pas seulement des tâches ou des décisions rationnelles, ce sont des fils détachés qui traversent le tissu de notre vie et le laissent toujours inachevé. Et il n'est pas nécessaire que tous ces fils se nouent d'un seul coup. Il suffit que quelques-uns soient attachés pour que la structure se soutienne à nouveau. C'est à ce moment que l'esprit, autrefois agité, peut enfin trouver de l'espace pour respirer. L'erreur d'essayer de faire taire l'esprit par la force. Il existe une illusion persistante selon laquelle, pour avoir la paix, nous devons expulser les pensées qui nous dérangent, comme si nous pouvions, par pure volonté, effacer les images qui insistent à revenir, faire taire les voix qui répètent ce que nous ne voulons pas entendre. Mais l'esprit ne fonctionne pas. Essayer de repousser une pensée, c'est comme essayer de pousser de l'eau avec les mains. Plus nous forçons, plus elle s'échappe entre nos doigts et nous touche à nouveau. Et dans le processus, nous finissons épuisés, confus et encore plus prisonniers de ce que nous voulions éviter. Sénèque, avec sa lucidité presque inconfortable, disait que ce n'est pas la mer déchaînée qui noie l'homme, mais le fait de lutter contre le courant sans savoir nager. Peut-être que le secret réside dans l'apprentissage de l'observation de ce courant, voir le mouvement des pensées, reconnaître leur présence, mais ne pas s'y jeter. C'est contre-intuitif, car on nous a appris à croire que contrôler l'esprit signifie écarter tout ce qui ne sert à rien. Cependant, le véritable contrôle n'est pas d'expulser, mais de choisir où poser son regard. Il y a quelque chose de libérateur à réaliser qu'une pensée n'a pas besoin d'être combattue pour perdre son pouvoir. Elle peut simplement exister, comme un nuage qui traverse le ciel, sans altérer la course du vent. Lorsque nous nous battons avec elle, nous créons une résistance. Et la résistance est un carburant. C'est elle qui maintient en vie ce que nous voulons oublier. Mais lorsque nous regardons avec une certaine distance, sans urgence de changer, nous réalisons que la plupart de ces pensées n'ont pas de racines profondes. Elles passent toujours. L'impulsion de faire taire l'esprit par la force vient souvent de la peur. Peur de trouver quelque chose en nous que nous ne savons pas nommer. Et dans cette peur, nous créons une relation d'hostilité avec nous-mêmes, comme si nous devions surveiller chaque recoin intérieur pour empêcher l'entrée de quelque chose de dangereux. Sauf que l'esprit n'est pas une pièce fermée, c'est un champ ouvert. Le vent qui apporte la poussière apporte aussi la fraîcheur. Le même espace qui accueille l'inquiétude peut, l'instant d'après, abriter le calme. En essayant de tout contrôler, nous perdons la capacité de percevoir ce qui compte vraiment. Et, ironiquement, plus nous essayons de contrôler, plus l'esprit devient indompté. C'est un cycle qui ne se brise pas par la force, mais par la présence, par le courage silencieux de voir, de sentir et de permettre à chaque vague de se briser sur le rivage sans avoir besoin de la retenir ou de la repousser. Dans cet espace, la pensée cesse d'être un ennemi et devient simplement un visiteur qui arrive et repart sans laisser de poids derrière lui. Le fardeau qui n'est pas le vôtre, mais que vous insistez à porter. Certaines charges ne sont pas nées en nous. Ce sont des fragments de préoccupation, de peur et de douleur qui appartiennent à d'autres personnes, mais que, pour une raison ou une autre, nous avons décidé de porter. C'est comme si nous traversions un chemin difficile et qu'au milieu, nous acceptions de porter les bagages de quelqu'un qui ne nous l'a pas toujours demandé. Peut-être par amour, peut-être par culpabilité, peut-être parce qu'on nous a appris que prendre soin est synonyme de se sacrifier. Mais il y a une différence silencieuse et essentielle entre soutenir et assumer. Épictète nous rappelait avec la clarté de quelqu'un qui savait où il mettait les pieds que la vie est divisée entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'a jamais été. Le problème est que nous confondons cette frontière tous les jours. Lorsque la souffrance est celle de quelqu'un que nous aimons, nous ressentons l'urgence de la résoudre, comme si le soulagement de l'autre dépendait entièrement de nous. Et, dans ce processus, nous franchissons une ligne invisible. Nous commençons à vivre comme si les problèmes des autres étaient notre devoir quotidien, occupant le même espace émotionnel que nos propres questions. Porter le poids des autres sans limite nous met dans un état d'usure que nous ne percevons pas immédiatement. D'abord, c'est une nuit mal dormie. Ensuite, c'est l'esprit plein de pensées qui n'ont rien à voir avec notre vie, mais qui occupent la même énergie que nous utiliserions pour faire face à nos propres défis. Il arrive un moment où nous ne savons plus distinguer ce que nous ressentons de ce que nous absorbons. Et cette confusion interne n'est pas seulement épuisante, elle est corrosive. Le plus douloureux est que l'autre personne ne se sent pas toujours plus légère parce que
nous portons son fardeau avec elle. Souvent, nous continuons à souffrir à ses côtés, mais maintenant, avec un poids double, le sien et le nôtre. C'est comme essayer de sauver quelqu'un qui se noie, alors que nous avons aussi de l'eau dans les poumons. Personne ne respire, personne ne trouve le sol. Il y a de la dignité à offrir sa présence, sans prendre le contrôle. À reconnaître qu'être aux côtés de quelqu'un ne signifie pas vivre sa vie à sa place, parce que lorsque nous ne portons que ce qui est à nous, nous parvenons à rester fermes, les pieds sur terre. Et c'est de cette fermeté que naît le véritable soutien. Non pas celui qui se sacrifie jusqu'à disparaître, mais celui qui reste entier pour pouvoir en fait être une ancre pour ceux qui en ont besoin. Quand le silence devient une prison et non un refuge. Le silence, lorsqu'il est choisi, est un territoire de guérison. C'est là que l'esprit trouve l'espace pour réorganiser les idées, où le corps ralentit et le cœur retrouve son juste rythme. Mais le silence peut aussi se transformer en prison, et la transition entre l'un et l'autre est si subtile que nous ne la remarquons souvent pas. Au début, s'éloigner semble nécessaire, une pause pour respirer, un temps pour soi. Mais peu à peu, l'isolement s'étend, et ce qui était autrefois un abri commence à devenir un mur. Certains jours, ce mur semble être une protection. Nous fermons les portes au monde en croyant qu'ainsi, nous serons en sécurité. Et peut-être le sommes-nous, mais la sécurité absolue a un prix. Elle empêche aussi la vie d'entrer. C'est à ce stade que le silence, au lieu de restaurer, commence à corroder. Il cesse d'être un repos pour devenir une fuite qui ne nous mène nulle part, nous gardant simplement prisonniers de nous-mêmes. Il est possible de vivre si longtemps dans cet état que nous oublions qu'il existe une autre manière. Nous oublions le son des voix qui nous accueillent, le bon poids d'une étreinte sincère, la présence de celui qui reste à nos côtés, même quand il n'y a rien à dire. Le silence prison ne se perçoit pas par le bruit extérieur, mais par l'absence de mouvement intérieur. C'est lorsque tout semble immobile, comme une rivière gelée en hiver, que l'âme commence à perdre sa fluidité. Marc Aurèle disait qu'il est possible d'être entouré de gens et de rester calme à l'intérieur, tout comme il est possible d'être seul et de continuer en guerre avec soi-même. La vraie paix ne consiste pas à se fermer au monde, mais à trouver un centre qui reste stable, même lorsque le monde est proche. La retraite, lorsqu'elle est saine, nous prépare à revenir. Lorsqu'elle est une fuite, elle nous empêche de vivre. La différence entre un refuge et une prison est simple, mais essentielle. Dans un refuge, il y a des portes que nous pouvons ouvrir quand nous le voulons. Dans une prison, les portes existent, mais nous avons oublié où se trouve la clé. Et peut-être que le plus grand risque est justement celui-ci, confondre le confort temporaire de la solitude avec l'idée qu'elle est le seul endroit où nous pouvons exister. Car, au final, même le silence le plus profond doit, à un moment donné, laisser de la place à la vie pour entrer. La métaphore du vase plein. Il arrive un moment où l'esprit, tout comme un vase, ne peut tout simplement plus rien recevoir. Même ce qui serait bon, même la joie, même le soulagement finit par peser. Car lorsque nous débordons déjà, peu importe la qualité de ce qui arrive, tout devient excès. La saturation mentale ne se produit pas du jour au lendemain. Elle est lente, silencieuse, presque imperceptible. Petites préoccupations, obligations accumulées, pensées répétitives, jusqu'à ce que, sans nous en rendre compte, nous vivions dans une sensation constante d'être au bord de l'effondrement. Et il est curieux de voir comment, dans cet état, même les bonnes nouvelles peuvent nous fatiguer. Une invitation qui, à une autre époque, susciterait de l'enthousiasme, semble maintenant être une responsabilité de plus. Une opportunité qui nous aurait autrefois rempli d'énergie est maintenant perçue comme un poids supplémentaire à gérer. C'est comme essayer de mettre des fleurs dans un vase déjà plein d'eau trouble. Elles n'auront pas de place pour s'ouvrir et seront en plus affectées par ce qui s'y trouvait déjà. Sénèque nous rappelait qu'il ne sert à rien d'ajouter si l'on ne retire pas ce qui est en trop. Vider n'est pas une perte, c'est une préparation. C'est l'espace qui permet au nouveau de trouver sa place sans écraser ce qui est déjà là. Mais nous avons peur de vider, peur de nous retrouver avec moins, peur du vide. Sauf que c'est dans le vide que réside la possibilité du renouveau. Quand le vase est plein, il n'est qu'un récipient. Quand il est propre et qu'il a de l'espace, il devient réceptif. Vivre avec l'esprit qui déborde, c'est vivre sans marre. C'est ne pas avoir où poser le regard parce que tout semble urgent, tout semble exiger une réponse, tout semble crier en même temps et il n'y a pas de clarté quand tout occupe le même volume en nous. Vider, c'est avant tout redonner aux choses la taille réelle qu'elles ont, permettre aux petites de rester petites et aux grandes d'être traitées avec l'attention qu'elles méritent. Le vase plein,
est à la fois une métaphore et un avertissement. C'est le rappel que nous ne pouvons pas accumuler indéfiniment, que l'esprit a besoin de pause, tout comme le corps a besoin de repos. Car lorsque nous ne vidons pas par choix, la vie vide pour nous, et presque toujours, elle le fait de manière bien plus dure que si nous l'avions fait nous-mêmes. Le petit rituel qui nettoie plus que des heures d'effort. Ce n'est pas toujours le grand tournant qui apporte le soulagement. Souvent, c'est un geste presque imperceptible qui crée de l'espace pour que l'esprit respire. Certains croient que pour réorganiser ses pensées, il faut une journée entière, une retraite, une rupture radicale avec la routine. Mais en pratique, un moment de pleine présence peut faire plus que des heures d'efforts forcés, comme lorsqu'on ouvre une fenêtre et que l'air frais entre sans demander la permission, changeant l'atmosphère de la pièce en quelques minutes. Ce rituel n'a pas besoin d'être complexe. Il naît de la répétition silencieuse de quelque chose de simple. S'asseoir, respirer profondément, écrire quelques lignes, marcher sans se presser, sentir le poids de ses pieds sur le sol. Ce qui compte n'est pas le format, mais la manière dont il devient un point d'ancrage au milieu du chaos. Associer ce geste physique à une intention symbolique, c'est comme dire à l'esprit « ici, c'est sûr, ici, c'est un espace pour lâcher prise ». Oui, mais sans avoir besoin de mots, sans avoir besoin d'explications. Ce qui rend ce type de pratique si efficace, c'est précisément l'absence de pression. Il n'y a pas d'attente de résultats immédiats, pas d'exigence de se sentir mieux sur le champ. Il y a seulement la constance silencieuse d'un acte qui, avec le temps, crée des clairières dans l'enchevêtrement des pensées, comme si chaque répétition était un fil tiré, défaisant d'anciens nœuds et rendant la trame plus légère, plus respirable. Marc Aurèle croyait que de petites actions répétées avec une clarté d'intention façonnent non seulement la journée, mais le caractère. Un geste de 2 minutes fait avec attention a le pouvoir de changer le cours d'une matinée entière. Et, à long terme, il peut changer la façon dont nous affrontons les turbulences internes, parce que l'esprit, tout comme le corps, répond à ce qui est cultivé chaque jour. Peut-être que la plus grande valeur d'un petit rituel réside dans le fait qu'il s'intègre dans n'importe quelle vie, aussi remplie soit-elle. Il n'exige pas que le monde environnant s'adapte pour qu'il ait lieu. Il existe malgré le chaos. Et précisément pour cette raison, il fonctionne comme une clé qui, même petite, parvient à ouvrir des portes qui semblaient verrouillées depuis longtemps.